Donc imaginez que vous ayez des maux de tête, imaginez que vous ayez des problèmes de peau, imaginez que vous ayez des problèmes de transit. Bon, et que vous traitez ces différents problèmes comme des problèmes séparés. Pour le mal de crâne, il existe du paracétamol, solution. Pour les problèmes de peau, il existe une solution, la crème. Pour les problèmes de transit, il y a une solution, tisane ou certains produits. Bon, bref. Mais, et c'est là que ça devient marrant, imaginez que ces différents symptômes, enfin ces différents problèmes, ne sont que des symptômes du fait que vous ayez un cancer généralisé. Vous pouvez traiter les différents symptômes séparément, vous ne traitez pas le mal. Ce qu'il faut dire de plus, c'est que lorsque on prend du paracétamol, on continue à vivre normalement. C'est un petit aménagement ridicule. Lorsqu'on se met de la crème sur la peau, c'est un petit aménagement, on continue de vivre pareil. Pareil pour la tisane. Alors que quand on a pris conscience du problème de fond de ce cancer, on ne continue pas de vivre normalement. Ce n'est pas l'addition des solutions qui va suffire. On va prendre conscience progressivement qu'il faut radicalement changer de mode de vie et peut-être faire une chimio, ce qui est quelque chose d'extrêmement disruptif. Donc c'est pas pareil. Aujourd'hui, dans notre système, on a des problèmes de climat très graves, il faut les traiter, c'est un symptôme tellement grave qu'à lui tout seul, il peut nous tuer. Donc il faut traiter le symptôme climatique. On a un problème de biodiversité qui s'effondre, gravissime. Heureusement que des gens s'en préoccupent, heureusement que des gens essaient de sauvegarder le vivant, que ce soit les forêts, les océans, les mangroves, que sais-je. On a des problèmes de sol, d'agriculture, on a des problèmes d'accès à certaines ressources, des problèmes d'énergie, des ressources d'ailleurs, l'eau, accès à l'eau, problèmes d'énergie. On va avoir des problèmes également humains, bien évidemment, dans toute la sphère humaine. Tout un tas de problèmes, que ce soit sur les droits de l'homme, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de guerre, que ce soit des problèmes de ceci, de cela. Tous ces problèmes méritent d'être traités. Heureusement qu'il y a des gens qui traitent tous ces problèmes. La grande majorité, pas tous, mais la grande majorité de ces problèmes proviennent du fait que notre civilisation dépasse dans ce qu'elle inflige à la planète, ce que la planète est capable d'encaisser. Qu'on a dépassé des limites absolues en termes d'impact que l'on a, de pression écologique sur cette planète. Vous savez, nous sommes en régime de croissance exponentielle. Dans mon domaine, en physique, un système soumis à une croissance exponentielle est dit instable. C'est ce qu'on appelle un crash. Le système est en train littéralement d'exploser. Et on peut très bien calculer en physique le temps que ça prend. C'est typiquement quelques fois le temps que prend le doublement de l'utilisation des ressources. Pour le système planétaire, c'est environ 30 ans. Quelques fois 30 ans, ça fait un siècle. Vous voyez que les prédictions de la physique sont finalement en très bonne adéquation avec les prédictions des écologues. La part de l'humanité qui sera soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74% de la population mondiale. L'ONU attend de 200 à 700 millions de réfugiés climatiques dans les 30 ans à venir. Dans les 30 ans. Vous avez remarqué, il y a peu, on disait « nos petits-enfants vont », puis après c'est devenu « nos enfants vont ». Maintenant, c'est « nous allons ». Dans 30 ans, beaucoup des gens ici présents ce soir pourront assister à ce triste phénomène. Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême, dont certains se trouvent en Europe. On estime que 25% de la population mondiale sera très bientôt en situation de manque radical d'eau. L'ONU, pourtant toujours prudente dans ses déclarations, évoque, je cite, « une menace existentielle directe ». Et elle souligne que les objectifs affichés sont ridicules et qu'en plus, ils ne sont pas tenus. Dont la température est en train d'augmenter, enfin même plus d'un siècle, la façon dont la température est en train de se comporter. Alors vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors on a pris 1 degré, à 1 degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie, enfin non, pour le moment ils sont qu'à 3, qui crament en Californie, plus etc., juste à 1. Hein. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille pas parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées. Quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions.
La fonte des glaciers de montagne, qui est bien sûr avérée, va donner beaucoup trop d'eau douce d'abord, puis beaucoup trop peu ensuite à des populations qui en dépendent directement, plongeant vraisemblablement 2 milliards de personnes dans une situation de stress hydrique drastique. Sachant qu'en plus, ces glaciers et le permafrost contiennent environ 800 000 tonnes de mercure qui vont se déverser dans les eaux jusqu'alors potables. L'été dernier, nous avons remarqué qu'environ 3 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée en Sibérie, tandis qu'en une seule journée, 11 milliards de tonnes de glace avaient fondu au Groenland. Et au final, grosso modo, on prélève plus que ce que la planète peut donner, et on renouveler, on génère plus de pollution que ce que la planète sait traiter, donc on a une accumulation d'un certain nombre de polluants et une toxification de notre milieu de vie. Au passage, il y a des activités humaines entre les deux. On transforme les ressources avec de l'énergie, on a des activités humaines, on fabrique des biens et des services, l'économie. Et le problème, il est général, il n'y a pas que le bois qui augmente, parce que tout augmente. Il y a l'électricité, le gaz, le pétrole, et j'avoue, ça m'emmerde un peu, parce que même moi, les combustibles, ça n'a jamais été trop ma passion, et je n'avais pas prévu de devoir m'intéresser au prix du gaz. Déjà, quand mon père il disait j'ai remis 2000 litres de fuel dans la chaudière, bah, j'avais pas hâte de devenir adulte, moi. Ça, je sentais que c'était un sujet compliqué. Je disais, oh, voilà. 20%, le gros paquet marron, ça vient des sols centrales à charbon. Ensuite, 7% des émissions dans le monde, c'est le fait des centrales à gaz et à fuel, surtout à gaz. Alors, je rappelle que le gaz a beau être naturel, c'est une énergie fossile. Je vous rappelle que les chutes de pierre et la ciguë, c'est aussi naturel. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Les cimenteries, donc le business de M. Holcim, c'est 6 à 7% des émissions planétaires, c'est 6 à 7% des émissions planétaires, et là-dedans, les 2 tiers, c'est la calcination du calcaire. C'est le fait de prendre du calcaire, CaCO3, et de le casser en deux pour faire de la chaux vive, qui mélangée avec des poudres de perlimpinpin vous fera le ciment. Et de l'autre côté, vous avez du CO2 qui part dans l'air. Donc un four à ciment, c'est un endroit dans lequel c'est un four à casser du carbonate de calcium en 2 morceaux, l'un des 2 morceaux étant du CO2 qui... On transforme la nature plus vite que la nature n'est capable de s'adapter à ces transformations et on détruit plus rapidement que la capacité de régénération, elle en a une, mais elle est limitée, de la nature. Et donc, à tous ces niveaux-là, eh bien, les flux sont plus importants que la capacité d'encaisser de la planète. Voilà la nature du problème. Il faut descendre les flux d'énergie et de matière. Et vous savez quoi ? De toute façon, on n'a pas le choix parce que ça arrive. Les flux vont descendre. Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle dans les prochaines décennies. Mais quoi qu'on fasse, ce n'est pas une question de volonté politique, ce n'est pas une question de génie technologique ou quoi que ce soit. Et donc, soit on l'anticipe, on l'organise, on pourra la piloter jusqu'à un certain point, soit on ne s'y prépare pas parce qu'on pense que c'est vers l'infini et au-delà et que le génie humain va nous sortir de tous les mauvais pas. Et on subira, dans le chaos très certainement, cette descente énergétique et matérielle non préparée. Donc voilà l'état du monde. On a ces graves problèmes et on continue à se contenter de traiter les problèmes séparément, sans comprendre et sans changer fondamentalement nos modes de vie. De plus, nous avons récemment compris que le dégel du permafrost s'avérait 50 fois plus rapide que prévu. Dès lors qu'un ajustement est fait, c'est presque toujours dans le sens d'un empirement de ce qui était suspecté, sachant qu'il libère, le permafrost, du méthane qui est 20 fois plus efficace que le CO2 dans ses conséquences du point de vue de l'effet de serre. Et il libère d'ailleurs des agents pathogènes que nous pensions jusqu'alors essentiellement éradiquer. Donc à mesure que le climat se réchauffera, nous verrons arriver en quantité croissante des conséquences imprévues désagréables en quantité croissante. Voilà, c'est écrit. Il ne faut pas demander à la science de vous faire le menu du restaurant, tout étant écrit à l'avance. Et dites-moi si dans les champignons émincés, vous en avez mis 4 ou 5. Ce n'est pas la peine. La science sera à jamais incapable de vous faire un tableau prédictif complet des risques que nous pouvons courir. Ce que je viens de vous donner comme liste ce soir, c'est à peu près le meilleur de ce que vous aurez en termes de visibilité d'ensemble sur les risques que nous courons. Alors mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que quand Greta Thunberg voit ça, et qu'elle nous dit « mais vous, la génération d'avant, qu'est-ce que vous foutez ?» On a l'impression que ça vous indiffère totalement. Elle a raison, parce qu'effectivement, on en sait bien assez pour commencer à s'exciter sur la question. Voilà. Le fait qu'on ne le fasse pas, alors il y a un défaut de connaissance encore, évidemment, hein, mais
quelque part, encore une fois, la connaissance disponible est largement suffisante pour qu'on considère qu'il faut qu'on passe à l'action. On l'entend souvent, l'océan de plastique qui erre dans l'océan réel d'eau fait environ 3 fois la taille de la France et malgré tous les discours, sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. Le reste de l'industrie occasionne un gros 10%, on va dire 12%, des émissions de gaz à effet de serre. Là, je vous parle des émissions directes. Donc, je ne vous parle pas de l'électricité consommée par l'industrie, qui se retrouve dans ce paquet-là et ce paquet-là. Je vous parle bien des émissions directes, des hauts fourneaux, etc. Aujourd'hui, la fabrication de l'hydrogène, ça vous émet autant de CO2 que vous voulez, parce qu'il s'agit de mélanger du méthane, donc du gaz naturel, avec de la vapeur d'eau, et de chauffer l'ensemble très fort en brûlant du gaz naturel. Donc vous avez 2 fois du CO2 dans la production d'hydrogène, une fois en brûlant du gaz naturel, et une deuxième fois parce que le carbone du méthane, il est retiré par l'oxygène de la vapeur d'eau et il donne du CO2 qui part aussi dans l'air. Donc aujourd'hui, une voiture à hydrogène, ça crache autant de CO2 en analyse de cycle de vie qu'une voiture à essence. De bâtiments, c'est 6% des émissions dans le monde. Alors c'est beaucoup plus en Suisse par exemple, mais parce que la Suisse chauffe et climatise peu. Mais si vous allez en Inde, il y a peu d'endroits où on chauffe, alors qu'il y a beaucoup d'endroits où on climatise. Les transports, c'est 14. Là-dedans, les voitures, c'est 6, les camions, c'est 4, les avions et les avions pré-Covid, c'est 2, et les bateaux, c'est 2. 20% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'agriculture. Et vous avez 2 grandes sources de méthane dans le monde agricole, c'est l'élevage des ruminants et les rizières. Et puis vous avez également les émanations de méthane des déjections et vous avez également les émanations de protoxyde d'azote des engrais. Quand on utilise des engrais azotés et qu'on les met par terre, vous avez du protoxyde d'azote qui s'en dégage et le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre. Chaque année, en parallèle, 80 000 km² de forêts disparaissent. On sait de façon presque certaine que les forêts primaires vont s'éteindre dans la prochaine décennie du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Il ne reste plus sur Terre que 46% des arbres que notre planète comptait avant les débuts de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans. 10% des émissions sont le fait de la déforestation. Alors la déforestation sur Terre, c'est très simple. Je coupe, je brûle pour laisser place à des surfaces agricoles. C'est le processus qui est à l'aval des forêts de Bornéo avec les orang-outans devant les bulldozers. C'est ce process-là. Les brûlis au Brésil et les incendies qui en découlent, etc. Et c'est essentiellement pour faire des cultures qui vont être destinées soit au pays, soit à l'exportation. Alors en Indonésie, c'est l'huile de palme qui va à l'exportation. Au Brésil, c'est le soja qui va à l'exportation. En Afrique, c'est beaucoup des cultures vivrières. Quelque part, c'est vrai, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait plus de bois, parce qu'avec tous les incendies qu'il y a tout le temps, et toutes les forêts rasées, même, je vois que ça fait un moment que j'étais étonné qu'il en reste encore. À chaque fois que j'entendais qu'il y a une forêt qui brûlait, je disais, il restait du bois, bah, c'est bien. Bon. C'est vrai que ces dernières années, bah, on arrive à se rattraper aux branches, voilà. Même on en a arraché quelques-unes pour se fabriquer les chaises, mais j'ai comme l'impression qu'on consomme plus de bois qu'ils ne mettent tant en pousser. Alors c'est bien beau les marques qui te disent, pour un canapé acheté, un arbre planté. Mais c'est vrai que s'il faut que j'attende que l'arbre pousse pour qu'on me livre un nouveau canapé, ben le vendeur il va me dire, alors pour la livraison, est-ce que vous serez chez vous plutôt le matin, le mardi 3 septembre 2071 ? Et moi je serai là, bah ouais, mais si personne n'a trouvé mon cadavre dans la maison, quoi. Parce que... C'est pour eux-mêmes. Mais partout, le déterminant est le même, c'est pour avoir des nouvelles surfaces agricoles. Donc si vous n'aimez pas la déforestation, il faut se préoccuper de 2 sujets, c'est la taille de la population mondiale et la part de la viande dans la ration alimentaire. Voilà, c'est les 2 drivers de la déforestation. On peut dire qu'on aime la vie, qu'on aime les animaux, et on peut être un peu incohérent. Mais quand on dit qu'on les aime et qu'on mange de la viande, on n'est pas juste un peu incohérent, on est très 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 incohérent. Parce qu'on a quand même 100 milliards d'êtres vivants sensibles qui chaque année sont tués dans des conditions épouvantables, et ce qui est pire encore que leur mort, à laquelle la plupart d'entre nous, même carnivores, n'oseraient pas faire face plus de 30 secondes, ce qui est pire encore, disais-je, c'est qu'avant cette mise à mort brutale, ils n'ont généralement pas même eu de vie. Ça, c'est un crime contre l'ontologie de la vie, c'est un crime contre la vie en elle-même. Ce sont ces lapins qui, à 95% en France, n'ont pas pu bondir une seule fois. Pas seulement comment ils sont morts, c'est que le geste de base pour lequel leur corps est conçu, ils n'ont pas pu une seule fois le mettre en œuvre. Bien. Au-delà de l'éthique animale, il y a une question de santé humaine.
Vous savez qu'il y a des débats à n'en plus finir, que vous trouverez autant de médecins pour défendre un point de vue que l'autre. Mais enfin, il semble quand même qu'au niveau des conclusions officielles de l'OMS, nous tendions vers 7 à 14% de diminution de la mortalité précoce en migrant vers une alimentation végétarienne, à l'échelle individuelle. Ensuite, il y a l'échelle globale, humaine. À l'échelle globale humaine, bon, il y a une inefficacité de la calorie carnivore qui est dramatique. Il faut de 5 à 15 calories de céréales pour produire 1 calorie de viande. Donc si vous mangez 1 calorie de viande, vous avez une telle inefficacité que vous choisissez quand même concrètement que des gens vont mourir de faim. On ne peut pas nourrir tout le monde comme ça. On aurait 10 fois moins de surface à cultiver, en gros, si on se nourrissait directement de ce qui est produit, et si on n'utilisait pas ce qui est produit pour produire des vaches qui vont ensuite servir à l'alimentation des hommes. Donc qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelque chose de problématique en termes d'éthique humaine. Et enfin, quatrièmement, vous savez qu'en termes de pollution, c'est pire encore que les transports. Donc en termes de catastrophe globale et d'émissions de CO2, la consommation de viande est à peu près ce que l'on fait de pire dans notre quotidien. Non, je me demande si le mieux pour aider la reforestation, ce serait pas d'essayer d'arrêter la déforestation, hein, ou bien tout simplement de rester dans la forestation. Parce on entend quand même plus souvent parler de forêts qui brûlent ou de forêts rasées que de nouvelles forêts. Hein, c'est vrai que quand on se promène, jamais on voit des panneaux ne pas marcher ici, future forêt. On voit jamais ça. Bon. La population tue vraisemblablement aujourd'hui à l'échelle mondiale 3 fois plus que le sida, et chaque année, il faut nourrir 89 millions d'êtres humains supplémentaires, sachant qu'environ 40% de la production alimentaire mondiale est, à ce stade, gaspillée. Denis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT qui, dès 1972, affichait l'état du monde et prédisait la situation actuelle, a très récemment déclaré « C'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte ». En ce moment, ce n'est pas tellement utile d'accélérer, parce qu'on accélère dans la mauvaise direction. Donc d'abord, il faut faire un virage à 180 degrés, et ensuite, on essaiera peut-être effectivement d'accélérer. Je crois que mon ami Yann Arthus Bertrand est là ce soir. J'avais fait une émission de radio avec lui il y a quelques jours, et il me semble, j'étais au téléphone, moi, mais il me semble que le présentateur a dit « Vous vous rendez compte, cet été, il y a eu 2000 ou 20 000 vols dans la journée ». Si j'ai bien entendu. Non, pas 20 000, 200 000. 200 000 vols aériens dans une seule journée l'été dernier. Ce sont des chiffres inconcevables. Et vous avez sans doute lu qu'Airbus revoit à la hausse ses prévisions de vente avec 39 000 appareils prévus d'ici 2039. Bien. Mais c'est surtout dans le domaine technologique que les pénuries se font le plus sentir. Parce que les marques de voitures aujourd'hui, elles n'ont plus les matières premières pour fabriquer les tableaux de bord électroniques. Donc elles se remettent à faire des tableaux de bord comme avant avec des aiguilles. Donc tous les mecs qui veulent acheter des voitures neuves, ils sont dégoûtés. Ils sont là, je veux le nouveau truc, moi, avec l'hologramme. Il n'est pas le vieux truc avec les aiguilles. Il dit, je suis pas pour le modèle Amish, moi. Évidemment. La production de plastique a doublé depuis l'an 2000. 91% des déchets ne sont pas recyclés. On a passé la barre des 75% de terres drastiquement endommagées par l'homme à l'échelle mondiale. Les zones mortes océaniques ont quadruplé depuis 1970. Et en France, la consommation de viande repart à la hausse. Alors, il faut commencer, pour agir, par comprendre et par cesser de faire semblant que la transition est en cours. Cet été, le Niger, sous la pression de l'industrie pétrolière, a déclassifié la plus grande réserve nationale d'Afrique. Non, nous n'allons pas dans la bonne direction. Et enfin, les autres processus sont... Alors vous voyez, déjà, ça c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, ça en processus direct et ça en processus amont. Bah ça, on ne va rien changer avec des éoliennes. Hein. Je ne vois pas trop ce qu'on va faire là-dedans avec des éoliennes. Et enfin ici, vous avez d'autres processus, le traitement des déchets, les fluides frigorigènes, etc. Alors je sais pas s'il va falloir qu'on s'habitue au modèle Amish, mais si à Noël on doit offrir des jouets d'occasion et que les voitures reviennent à l'aiguille, c'est qu'on est peut-être on est arrivé à la limite de ce qu'on est capable de produire. Je me dis peut-être qu'on est arrivé tout au bout du progrès technologique.
Mais ça, je trouve qu'on commence vraiment à toucher du doigt les problèmes de demain. C'est vraiment une mise en bouche de l'effondrement. Et moi, je pensais pas dans la vie que j'aurais du mal à me procurer un canapé à cause d'une pénurie de bois. Je pouvais l'imaginer pour mes enfants ou mes petits-enfants. Ça, j'avais commencé à me faire à l'idée. Bon, pas de problème là-dessus, vraiment pas de problème. Mais en 2021, j'ai dit, ah, déjà. C'est quand même un peu relou. J'attendais pas si tôt les premiers signes de fin du monde.